La première chose, c'est que ne soyez pas trop. Voilà, moi, je suis interniste. Donc, nous, on ne fait pas des topos moléculaires, tout ça, comme vous savez. Nous, il y a un peu plus de, voilà, de variété au sens là voulu, en tout cas, puisque mon objectif aujourd'hui, c'est que vous puissiez un petit peu reconnaître des éléments qui sortent de l'hémato et du coup savoir que ça existe et savoir comment aller vers où, etc., etc. Donc, ce n'est pas un topo qui va être très complet sur toutes les manifestations, parce qu'il y en a vraiment énormément. Mais l'idée, c'est voilà, un peu une idée générale. Alors, je le séparais d'emblée en Vexas, non Vexas, parce que à New England, il y a maintenant 2 ans, maintenant, on nous oblige de faire presque comme ça. Mais le Vexas représente la minorité quand même des manifestations immunitaires, mais il a le mérite d'avoir mis un nom qui a donné voilà, un boost très important, en tout cas à ces manifestations. Et puis voilà. Alors, des essais industriels, parce que comme dit Pierre Fenot, voilà, avec le PHRC, c'est un peu long. Donc voilà. Et puis je remercie, bon, bien sûr, Pierre, Lionel, parce qu'on travaille depuis très longtemps là-dessus, avec évidemment le service de Saint-Louis, voilà, avec qui la collaboration a permis beaucoup de choses, dont un essai. Donc voilà. Alors pour commencer, ouais, c'est dans ce sens. Pour commencer, je remercie Lynn Pierre d'ailleurs qui avait fait cette diapo. Lynn Pierre est un hématologue aussi du service de Saint-Louis. Vous voyez, aujourd'hui, l'idée c'est que myélodysplasie LMMC, bon, on l'a pas mis là, mais c'est un peu le même groupe. Et donc là-dedans, il y a toute petite part d'une maladie génétique maintenant qui est le VEXAS, qu'on va voir après. Il y a une grosse part du gâteau pour l'instant qui n'est pas encore délimitée. Ça va être, maintenant que le VEXAS est lancé, on va dire que ça va se lancer et ça va beaucoup voilà, avancer. L'idée importante à bien comprendre, c'est que pour nous, pour ça que les internistes sont souvent assez humbles, c'est que il y a énormément de variétés. Les manifestations cliniques, ce n'est pas voilà, un stéréotype très particulier. Énormément de manifestations. On ne va pas tout pouvoir voir aujourd'hui. On va voir quelques petites voilà, niches, mais il peut y avoir une variété très importante. Tout ce qui sort de l'hémato globalement. Deuxièmement, par rapport à nos maladies immunologiques classiques, auto-immunes systémiques, donc la maladie de B7, ça aussi on va le voir, l'artérite gigantocellulaire de l'Orton, il y a vraiment des atypies dans le phénotype de présentation du malade qui d'emblée, en quelques secondes, attirent l'attention. Et puis, il y a très très peu de corrélation pour l'instant phénotype-génotype. La plus grande association, c'est B7 avec la trisomie 8 sur le cariotype, et bien sûr maintenant le VEXAS avec la mutation BUN1, mais il n'y en a pas d'autres vraiment de bien connus. Le 5q- avec le suite, ce n'est pas très clair. Voilà, donc c'est la première chose, c'est vraiment une variété très importante. La deuxième chose, c'est que, et c'est une question qui était presque la première question qui m'avait intéressé, pour être honnête, quand je me suis intéressé à ça, c'est est-ce que le fait d'avoir une dysimmunité change le pronostic de la maladie hématologique? Pour le moment, on reste, on va dire, l'étude la plus importante. Comme toujours, quand on est un peu pas suffisamment encore dans d'autres cohortes, on ne sait pas si c'est vrai, à quel degré. Mais en tout cas, voilà, les données françaises sont là. C'est les données de la cohorte GFM. Donc, vous voyez que les courbes de survie, et c'est les mêmes choses pour les progressions vers l'LAM, elles sont, on va dire, assez similaires. Il y a des réserves à ça, bien sûr. Ce sont des études qui datent un petit peu. Donc, il n'y avait pas à l'époque toutes les mutations somatiques et tout qui étaient rajoutées. Donc, c'est des choses qui vont se faire. Mais on n'a quand même pas l'impression comme ça qu'il y a une très grosse, en tout cas, voilà, plus-value pour un overall survival dans cette manifestation immunitaire, mais c'est des choses qui continuent encore à travailler. Alors, je vais pas. Ça, c'est des choses que vous connaissez largement mieux que moi, mais vous savez aujourd'hui, c'est très à la mode depuis un petit moment, mais cette importance de micro-environnement immunologique dans toutes les hémopathies globalement, et bien sûr dans le syndrome myélodysplasique. Et c'est vraiment là-dedans qu'il y a à un moment donné des pathologies immunitaires. Alors là, du coup, ça s'est bloqué. Voilà. Et je vais passer vite là-dessus, parce que c'est des choses que vous connaissez beaucoup mieux que moi. C'est Lynn Pierre Saint-Louis qui avait montré, donc bien sûr, que certaines mutations myéloïdes, T2 en particulier DH1, sont plus souvent vues dans les manifestations immunitaires. Mais aujourd'hui, on va rentrer sur un tableau un peu plus clinique, parce que c'est ce que je voudrais que vous gardiez. C'est d'abord repérer les malades et les situations. Donc voilà la classification française de la cohorte qui reste la plus importante, on va dire. Donc pour l'instant, on peut, je pense, plus ou moins rester encore là-dessus, qui avait classé donc les manifestations immunitaires, donc en vascularite, connectivite, dermatose, arthrite, et puis inclassé. Vous voyez les pronostics, enfin, vous voyez les maladies qui sont là. Donc, vous voyez que ceux qui ne connaissent peut-être pas très bien toutes les pathologies maintenant, dans les vascularites, on n'a pas toutes les vascularites. Très clairement, c'est la panne, l'artérite et le B7. Donc, ce n'est pas toutes les autres vascularites. Dans les tissus connectifs, c'est vraiment
la polychondrite atrophiante et tout, pareil, toutes les autres connectivites, ce n'est pas très, très clair. Les dermatoses, bien sûr, ça, vous le savez. Et puis, dans le forme des maladies articulaires, c'est beaucoup plus le rhumatisme inflammatoire indéterminé, donc séronégative, à des formes particulières, qui est plus important que les autres. Vous voyez, donc la classification des maladies aujourd'hui des vascularites, donc en rouge sont celles dont la relation est assez probable parce qu'il y a des observations, parce qu'il y a une relation avec des données physiopathologiques et autres. Mais vous voyez que c'est vraiment très, très peu finalement par rapport à toutes les autres vascularites qui existent. Et là, on va un tout petit peu voir les particularités en plus dans ces vascularites qui font qu'on sait d'emblée que ce ne sont pas des vascularites, nous, idiopathiques. Alors, la première, ce sont les données de la cohorte française. Donc, c'est un Laure Roupi qui l'avait conduite sur les vascularites associées au CMD. Vous voyez les chiffres, c'est 70. C'est la seule série mondiale, la plus importante. Donc, vous voyez que c'est quand même pas très, très important comme la littérature, bien évidemment. Mais on voit quand même ici un tout petit peu la proportion de différentes vascularites. Et vous voyez que l'artérite gigantocellulaire, la PAN et le B7 sont bien sûr parmi les plus prévalente et qu'on a, vous voyez aussi toute cette population de vascularites non classées très clairement et ça, c'est donc un élément important. Les vascularites, le deuxième message majeur pour nous, la signature majeure, c'est que c'est des maladies qui rechutent et surtout qui sont corticodépendantes. Ça, c'est un élément pour nous paranéoplastique comme dans toutes les situations, mais qui est majeur. Il y a un malade sur deux est corticodépendant, ce qui pour nous est assez inhabituel. Donc, les éléments qui nous évoquent les diagnostics, c'est le taux de rechute, le caractère corticodépendant. Et quand on regarde dans le phénotype clinique, là, c'est vraiment pour les hématologues. Vous voyez, donc il y a les artérites gigantocellulaires avec SMD, toutes celles de la littérature qu'on a rajoutées et toutes celles qu'on a comparées à la forme idiopathique. Donc, c'est notre classique. Donc, la classique maladie de Horton, je rappelle, c'est temporal, ça fait mal ici, globalement. On perd l'œil et puis voilà, on peut avoir des PPR associés. Et vous voyez que dans ces formes-là, ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas d'atteinte oculaire ou très peu. Il n'y a pas cette claudication qu'on a l'habitude de l'avoir. Et vous voyez que le taux de corticodépendance, là aussi, a le message pour nous, la maladie d'Horton, idiopathique, c'est simple, corticosensible, tout va bien avec la cortisone. Ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez que d'emblée, on a un malade qui ne ressemble pas aux autres. Il a beaucoup plus la forme systémique, donc il a l'aortite, il a de la fièvre, il a perdu du poids, donc il est beaucoup plus systémique. Et son œil semble être protégé, ce qui est, ceci dit, évidemment, plutôt sympathique comme message. La deuxième chose, c'est le B7. La maladie de B7, si vous voulez, est une pathologie, je rappelle peut-être pour ceux qui sont un peu loin, c'est l'aphthose bipolaire, bien sûr, avec la thrombose, globalement, et l'œil. Et il y a une attente digestive, mais qui n'est pas fréquente. Et donc, ce sont les données initialement asiatiques qui avaient rapporté des séries asiatiques et qui montraient que dans ces maladies B7 associées donc, au sujet avec SMD ou LMMC, on avait une attente digestive extrêmement importante et sans attente neurologique et ophtalmologique, quasiment jamais, ce qui n'est absolument pas, bien sûr, la prévalence habituelle. Et les données françaises, elles sont limitées, vous voyez, mais c'est les données, ça reste parmi les cohortes mondiales les plus importantes. C'est faible, mais c'est quand même important. Vous voyez qu'elles montrent cet élément dans la signature clinique qui est absolument exceptionnel. Il n'y a pas d'attente neurologique ni oculaire, ce qui est bien sûr très différent au B7 idiopathique. Par contre, il y a cette attente digestive exceptionnelle, vous voyez, donc, et qui est beaucoup, beaucoup plus importante, vous voyez ici, que dans les formes classiques. Donc, globalement, voilà, donc il y a une signature clinique pour nous qui est très évidente pour rapprocher le malade d'une forme paranéoplastique et SMD-LMMC. Puis voilà. Donc voilà, c'est juste des exemples. Je ne peux pas voir toutes les pathologies parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais chaque pathologie, quand on regarde dans le détail avec le clinicien, en tout cas qui est interniste et qui connaît un peu ces maladies, donne une signature très particulière sur le plan clinique qui nous évoque d'emblée globalement un tableau associé. Et puis l'autre maladie qui est connue depuis très longtemps, associée bien sûr au SMD et l'MMC, c'est donc la polychondrite atrophiante. C'est très facile, il n'y a pas beaucoup de diagnostics à cette oreille rouge. Ce n'est pas infectieux, vous voyez, ce n'est pas touché ici. Donc ceux qui ont peur, il y a toujours des gens qui arrivent avec 4 lignes d'antibiothérapie, mais non. Globalement, c'est aujourd'hui la polychondrite atrophiante, c'est le Wegener. Bon, il ne faut plus le dire Wegener, mais GPA. Et c'est bien sûr maintenant nouveau, Vexas. Voilà, 3 diagnostics à ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Vous avez l'œil rouge comme ça, douloureuse. Là, ce n'est pas tout à fait suffisamment touché, ce n'est pas infectieux. Le diagnostic est simple. Chez un malade qui a un SMD et une LMMC, c'est tout à fait habituel. C'est une maladie voilà, classique, on va dire une association très reconnue de polychondrite atrophiante. Maintenant, il faut chercher le Vexas, bien sûr. Alors là, c'est notre ami Jérémy Dion qui avait, dans toutes les polychondrites atrophiantes, regardé et trouvé ce profil donc hématologique, vous voyez, qui globalement
bon, voilà, un peu plus inflammatoire, un peu plus systémique et surtout l'élément le plus important, et ça c'est aussi les données françaises, hein, de Camille française, la peau, l'attente de la peau dans toutes les maladies hématologiques pour nous est un élément majeur, hein. C'est-à-dire que voilà, tout malade qui a une attente cutanée, c'est une forme de paranéoplasique très importante. Vous voyez, l'attente cutanée est très importante, hein, par rapport aux autres malades et c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on va voir aussi dans le Vexas par exemple. Et la peau, c'est des dermatoses neutrophiliques, c'est la vascularite leucocytoclasique, etc. Voilà, alors l'autre petite chose, là je fais un peu dans le désordre une fois de plus, mais volontairement je voulais surtout mettre de la clinique aujourd'hui parce que c'est ça qui nous est important pour tous les collègues non internistes, hein. Le dernier élément, c'est la thrombopénie. Alors, ce n'est pas la clinique, là c'est vous, mais la thrombopénie pendant très longtemps, et c'est Pierre Fenot qui a au départ nous a un peu donné cette idée, un peu challengé, et puis on a fait le travail bien sûr ensemble, c'est que comme vous savez, dans les SMD, il y a quand même des malades qui ont une thrombopénie qui semble peut-être disproportionnée par rapport au risque de la maladie, PSS, etc. Et qui potentiellement donc, pourrait être d'origine immunologique. Potentiellement, je dis parce que c'est pas du nous, l'étude, bien sûr, ne permet pas de l'évaluer. Donc, on a fait en quelque chose de très simple, hein. On a pris des malades qui avaient donc une thrombopénie globalement sensible à la cortisone et au IGIV. On les a analysés, on a comparé à une cohorte classique française de nos centres de référence des PTI et on a comparé à la cohorte GFM de SMD-MAI, qui ne semblait, enfin SMD non-MAI, qui ne semblait pas avoir une thrombopénie disproportionnée. On voulait principalement comprendre comment est-ce que c'était plus grave ou pas. Bon, ce qui en tout cas semble ressortir, mais c'est voilà, bon, c'est qu'ils saignent plus que les autres. Vous savez que les PTI classiques, globalement, nous on n'a pas très peur, hein, ça saigne pas souvent, et que globalement, bon, ils mourraient plus, mais ça, bon, aussi, et qu'on n'avait pas vu de grandes choses d'autres différentes, ni en termes de voilà de SMD, les MMC sous-jacents, de paramètres immunologiques. Bon, vous voyez, il n'y a pas de choses exceptionnellement différent par rapport à ce qu'on trouve nous dans nos PTI. Donc le gros message pour nous, c'était que c'est une situation peut-être un peu plus à risque, en tout cas de syndrome hémorragique, que ce qu'on a nous l'habitude d'avoir dans nos PTI. On avait fait ce schéma qui vaut ce qui vaut. Comme dit toujours Pierre, le meilleur paramètre, c'est ça, c'est la durée de vie de plaquettes. Mais comme vous savez, c'est quand même pas toujours très simple de les avoir. Et que voilà, les paramètres sont là, ils valent ce qu'ils valent, hein. Ce n'est pas des choses qui sont démontrées par des études. Mais dans un SMD de faible risque, qui a vraiment, bien sûr, une discordance des taux de plaquettes, qui a des signes d'immunité biologique, qui a voilà, une moelle, etc., et qui est en plus sensible à la corticothérapie, peut-être qu'il y a une part immunologique qui peut être présumée, qui ouvre bien sûr la porte aux agonistes. Voilà, ça peut paraître pas grand-chose, mais en vrai, il n'y a pas beaucoup d'autres travaux, hein, en tout cas, ou, sauf très anciens avec les durées de vie de plaquettes. Et d'ailleurs, le premier travail de Pierre Fenot, hein, qui avait montré ça dans le temps. Mais donc, c'est une vraie question. Voilà, on l'a fait parce que c'est une question qui se posait. Et la dernière question clinique qu'on a fait aussi parce qu'elle se posait, c'est est-ce qu'il y a un surrisque de thrombose? Comme vous savez, dans beaucoup de maladies hématologiques, quand même, il y a un risque de thrombose, hein, dans les bien sûr myéloprolifératives, etc. Bah, ce pas des choses qu'on a vraiment démontré, en tout cas là, c'est bon, là, c'est là, en termes bien sûr de survie, mais bon, voilà, d'événements, pardon, sans, mais on a quand même des thromboses et la seule chose qu'on a réussi à corréler, je fais une histoire un peu rapide, c'est surtout quand il y avait des manifestations dysimmunitaires de type globalement vascularite qui le prédisposaient, pour faire le message simple. Alors, j'ai fait quelques petits clins d'œil donc aux différentes manifestations. Une fois de plus, je ne peux pas faire tout là en 20 minutes parce que là, j'ai fait vraiment les gros trucs. Et puis l'idée, donc voilà, on a vu ensemble, est-ce qu'il y a une association avec une maladie immunologique, hématologique plus grave, un risque de survie, oui, non. En tout cas, nous, on n'a pas l'impression dans les études françaises. Et bien sûr, la question après, c'est le traitement. C'est une question vraiment importante parce qu'elle a appris, là, cette fois-ci, aux internistes, que en fait, ces associations existent, hein. Je vous rappelle, il y a une dizaine d'années, on n'était pas si clair que ça là-dessus. Et ça a aussi commencé à dire à l'interniste que c'est peut-être pas la peine de bourrer le malade d'immunosuppresseurs parce on va le rendre beaucoup plus, bien sûr, à risque infectieux et pas forcément répondre à la problématique posée, c'est-à-dire une rémission clinique inflammatoire. Donc, ce premier travail qu'on avait fait, vous voyez, pas très ancien, mais il suit quand même les 3 cas cliniques de nos amis de Cochin. Donc, c'est la quasi-seule littérature importante. Il avait montré un truc très simple. On a corticodépendance qui est majeure chez ces malades. On a donc regardé en termes de corticodépendance. Donc, là, c'est une survival sans corticodépendance. Et vous voyez que c'est simple. Azacitidine, pas azacitidine. Donc là, c'est biothérapie, immunosuppresseur, tout ce qu'on veut, qui sont dans le même bloc. Et azacitidine est quand même un petit peu bien tout seul. Donc, ça avait bien sûr montré première idée, et ça paraît simple là aujourd'hui, quelques années plus tard, c'est une dizaine d'années, mais à l'époque,
convaincre nos amis hématologues qu'il fallait potentiellement traiter ces malades à faible risque, bah, à juste titre, ce n'était pas très simple. Et donc, cet essai qui a été du coup designé avec le GFM était très simple, hein. Il voulait répondre à cette question, un SMD pas forcément très important, ou avec une indication qui a une manifestation immunitaire, corticodépendance. Quand on parle de corticodépendance chez ces malades, on voit des malades qui sont à 40 mg pendant des mois, hein, donc c'est vraiment beaucoup. Et ça aussi, c'est un deuxième message qu'il faut rester vigilant. Il y a des internistes qui ont fait ça et je pense que c'est vraiment, voilà, on peut l'éviter. L'hématologue peut aussi être un peu sensible à cette question. Donc, tout malade qui a honnêtement une corticodépendance à plus de 20 mg, même moins, hein, en 2-3 mois, c'est qu'il y a un problème et donc on peut creuser, on peut trouver des solutions. Je vois encore très régulièrement des malades qui sont, voilà, dernier que j'ai vu ensuite, hein, qui était ensuite, bon, qui a un diagnostic de VEXA, 60 mg depuis 2 ans, hein, quand même, par jour. Donc, bon, je pense qu'on vraiment, on peut mieux faire. Donc, c'est un autre message important. Le premier, la clinique, hein, vraiment extra-hémato. Alors, c'est très subtil, il faut quand même un peu connaître, mais quand même, la corticodépendance, c'est majeur et qu'il y a des solutions, bien sûr, à la corticodépendance. Alors, dans cet essai, on avait inclus donc une trentaine de malades. Il est arrivé un plan dans le Vexas juste 2 mois avant la publication, donc on a dû tout rechanger, rescreener tous les malades, mais c'est pas grave, ça nous fait un peu d'émotion. Et donc finalement, dans ces 30 malades, en fait, on s'est rendu compte, vous voyez, que bah, il y en avait 12 qui étaient mutés Vexas quand même, donc qui étaient mutés UBR1. Voilà, donc on a comparé, bon, je ne suis pas sûr qu'il y a des choses très exceptionnelles, en tout cas, bon, vous voyez un peu les petites différences. Bon, bien sûr, il n'y a que des hommes, hein, les Vexas aujourd'hui. Bon, enfin, rien de très particulier. Et alors, ça, c'est bon, ça, c'est le diaphragme Limpière que j'aime beaucoup, mais que j'ai toujours un peu du mal à vous le bien me montrer. Mais regardez, donc, bon, globalement, c'est les malades qui ont majoritairement répondu. On est à 70% de réponses chez des malades qui ont donc des immunosuppresseurs auparavant, en général, à au moins 2 lignes d'immunosuppression, corticodépendance. Donc, c'est un bon taux de réponse. Je parle de la réponse inflammatoire, bien sûr, immunologique. Elle est assez proche dans les taux de réponse de vos classiques essais, bon, ASA dans les CMD, sachant que là-dedans, il y avait finalement des Vexas, plus des SMD de faible risque. Donc, voilà, le taux en tout cas, qui nous est important, c'est celui de la d'immunité qui est très, très important. Alors, voilà un petit peu donc, sur les SMD, manifestations immunitaires, en quelques mots et rapidement. Et puis, sur le Vexas maintenant, et je fais un peu plus parce qu'en vrai, aujourd'hui, c'est vraiment une maladie qui a pris un envol très important. Je pense maintenant, tout le monde le sait, hein, c'est une maladie qui a un acronyme, hein, vacuole, enzyme ubiquitine, donc UB1, mutation dans le gène qui est X associé à l'X, et donne un syndrome auto-inflammatoire. Alors, l'étude Princeps, elle est là, donc David Beck, Peter Grison. Vous voyez, ils ont décrit des malades qui ont des chondrites, qui ont des thromboses, qui ont un peu d'attente interstitielle pulmonaire, qui ont globalement, qui sont des hommes qui ont un syndrome inflammatoire. Donc, ça ressemble bien sûr énormément à des malades globalement qu'on a vu un petit peu, hein, dans certains profils. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est là aussi, c'est que c'est des malades qui mélangent des diagnostics. C'est-à-dire que des PPR, des suites, vous voyez, des Horton, ils sont polychondrites, comme ils ont des manifestations un peu de chacune des maladies, ils peuvent être finalement un peu mélangés. Le diagnostic peut être difficile sur le plan nosographique, etc. Donc, ce premier papier Princeps, voilà, a montré que la mutation BR1 était vraiment caractéristique et donc voilà, elle avait trouvé pour le moment une vingtaine de malades. Très rapidement, donc, ce phénotype s'est étendu. Les femmes presque égales aux hommes, hein, mais encore pas tellement dans le Vexas quand même, mais elles peuvent être globalement avoir le Vexas si elles sont bien sûr monosomiques, hein, soit constitutionnelles, soit acquis. Ça, c'est l'équipe française qui l'a fait. Et puis après, dans les subtilités, mais là encore, je reviens un peu de la clinique volontairement, pour nous, dans les chondrites, en tout cas, vous voyez, quand on a nous comparé ici les chondrites idiopathiques en orange, les Vexas en bleu, vous voyez qu'il y a deux messages majeurs, hein. C'est que bah, la fièvre plus l'atteinte cutanée, si vous avez ça, ce n'est pas une polychondrite idiopathique, en tout cas dans la grande majorité des cas. Et pareil pour vous, globalement, les non-internistes ou tous ceux qui sont, en tout cas, voilà, qui connaissent un peu moins bien ces maladies, toute atteinte cutanée globalement et toute atteinte fébrile avec un syndrome inflammatoire, ce n'est pas de la polychondrite a priori idiopathique, c'est plutôt le Vexas, en tout cas pour un hématologue qui suit un SMD. Et puis, bien sûr, c'est des hommes évidemment plus âgés. Bon, ça, il n'y a pas de surprise. Et vous voyez, le deuxième élément important, c'est qu'induire une rémission, par contre, chez ces malades, c'est très difficile. Nous, on est très bon dans nos maladies auto-immunes, hein, pour certaines maladies en tout cas. La polychondrite n'est pas une maladie qui pose un grand problème. Vous voyez qu'on a une rémission quand même dans une grande majorité des cas. Ce n'est pas le cas du Vexas. Et il y a une corticodépendance, bien sûr, comme dans toutes les autres situations.
L'équipe de Saint-Louis, donc nos amis dermato, avaient fait une très belle étude aussi. On peut être vraiment fier, hein, je crois, dans le Vexas des études françaises, en tout cas dans la clinique, parce que les principales séries mondiales aujourd'hui sont françaises. Et donc ça, c'est un très beau travail, dont la thèse était d'ailleurs ici il y a une quinzaine de jours, et qui a montré, vous voyez, que le spectre est extrêmement large. C'est-à-dire que c'est plus que la dermatose neutrophilique, c'est même le livédo, hein, ce qui est quand même pas si simple. Et vous voyez cet aspect caractéristique en cocarde, hein, là aussi, quand on a vu ça une fois, c'est extrêmement caractéristique, hein, de Vexas. Et globalement, quand vous biopsiez ça, vous trouvez la mutation dedans, ce qu'on avait nous un peu montré déjà avec les autres pathologies. Le deuxième truc, et ça c'est notre ami Raphaël Bory, en pneumo, qui l'a montré, et un élément qui est important pour le clinicien, c'est que l'attente inflammatoire régresse. Cortisone, plus de maladie, pas de cortisone, rechute. Ça, on ne voit pas ça, nous, à 2,5 de nos connectivites avec maladies inflammatoires pulmonaires, hein. Les pneumopathies interstitielles ne disparaissent pas comme ça. Donc, c'est une signature majeure, hein. Il n'y a pas beaucoup de diagnostics là. Si ce n'est pas infectieux, c'est l'hypersensibilité globalement habituelle, les pneumopathies médicamenteuses. Et puis, le VEXA, ça en fait partie. Vous voyez, vous pouvez nettoyer le malade, on est quand même content. Donc voilà, donc le Vexas aujourd'hui, c'est ça. C'est cette fièvre récurrente avec l'attente cutanée, ça peut donner l'attente pulmonaire, ça peut donner des chondrites, bien sûr, c'est une maladie qui thrombose. Il y a toujours pour l'instant de la syndrome inflammatoire. Ça donne une anémie macrocytaire avec ou sans syndrome myélodysplasique. C'est principalement les hommes âgés et on a des mutations au BRAF dont les nouvelles vont apparaître bientôt parce qu'elles ont déjà, on sait qu'elles sont déjà décrites. Et donc, la maladie principale aujourd'hui, c'est le SMD. Il y a très, très peu de cas de LMMC, curieusement. On ne comprend toujours pas ça. Il y a 2 cas, et ce sont des cas français qui ne sont pas encore publiés, mais qui vont l'être. Il y a quelques Waldenstrom, mais c'est très peu. Il y a quelques MGUS, mais c'est très peu. Donc, c'est quand même très particulier, hein. C'est vraiment associé au SMD. Donc, on ne comprend pas très bien pour l'instant pourquoi. Voilà la série française qui est là encore aujourd'hui. Il faut vraiment, je crois, en être fier et on peut l'être parce que c'est une étude française, hein, ce n'est pas une étude d'un centre. Voilà, elle a décrit les manifestations, elle a étendu un peu le spectre aux atteintes pseudo-tumorales, donc organomégalie sans clone, à l'atteinte oculaire, à l'atteinte cardiaque, à l'atteinte articulaire. L'analyse en cluster a montré qu'il y a différents malades, le malade hématologique et celui de notre ami Beck, globalement, infiltrat, thrombose, SMD, polychondrite. Le malade dermato, hein, globalement, dermatose neutrophilique, avec d'ailleurs une association, une corrélation avec un génotype particulier. Et le malade pseudo-Horton pour nous, tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure, très inflammatoire, très âgé, très grosse CRP, mais peu de chondrites, peu de thrombose. Bon, c'est à perfectionner, hein, on est en train de le faire avec de nouvelles data, mais c'est déjà 3 spectres particuliers qui vont engager bien sûr des thérapeutiques particuliers. C'est un profil clinique, hein, mais profil clinique important. La survie, bien sûr, c'est surtout ceux qui ont le SMD. Et vous voyez que là, c'est un autre message majeur dans le Vexas, c'est qu'il n'y a pas dans l'actuelle, en tout cas, description de Vexas, il n'y a pas de progression vers la forme de la LAM. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas. Il y a un cas français un peu douteux, mais qui va être publié, mais en tout cas, il n'y a pas. Donc, c'est un message majeur pour le Vexas. On ne traite pas comme un SMD où, voilà, fort risque, on a le LAM, faible risque, on n'a pas la LAM. Là, c'est une autre histoire. Donc, vous voyez, les malades, ils ne meurent pas, bien heureusement. En tout cas, ils ne meurent pas par la progression en général hématologique. Et puis là aussi, les données françaises montrent aujourd'hui, bon, ça je vais aller très vite, mais c'est sur les monocytes, hein, qui sont exhaustides, hein, comme un peu les lymphocytes, avec plein de voies inflammatoires activées. Et ça nous ouvre la voie sur des molécules, bien sûr. Donc, le JAK, par exemple, c'est les données françaises qui montrent, vous voyez, une très nette diminution de la corticodépendance avec les JAK et surtout le Ruxo, pas les autres. Ici, les biothérapies, je vais passer vite. Ici, notre essai qui montre cette diminution de la corticothérapie qui est aussi classique. Et puis l'ALO, donc l'ALO, il y a un essai mondial, enfin un essai aux États-Unis qui est en cours. Les premières données, c'est les données de nos amis lillois qui avaient greffé des malades avec syndrome inflammatoire réfractaire et qui, a posteriori, se sont rendus compte finalement que c'était un VEXAS quand le VEXAS est apparu, avec des données très intéressantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le VEXAS, c'est vraiment une grande discussion, hein. Aujourd'hui, la seule chose qui peut faire disparaître la mutation, c'est la greffe. Toutes les autres sont des techniques permissives, hein, ou sustained. Mais d'un autre côté, comme le malade ne meurt pas de la progression,
Donc là, il y a un grand débat, assister au débat, le BMT aussi, il faut greffer, il ne faut pas greffer. Et donc, il y a des nouvelles molécules qui vont apparaître, hein, des inhibiteurs des ubiquitines, des bimoléculaires, des bimonoclonaux, IL-18, IL-1. Donc, bon, voilà, c'est en tout cas un domaine qui s'étend. Et je vais finir par l'hématopoïèse clonale, que vous connaissez tous mieux que moi, hein, mais pour le lien avec la immunité, bien évidemment, bah voilà, ce New England que vous connaissez certainement, hein, voilà, l'hématopoïèse clonale, il n'y a pas de secret, ça augmente avec l'âge. Vous connaissez tous ce papier Princeps cardiovasculaire qui avait montré le lien avec les pathologies cardiovasculaires. Et puis, bah, en fait, juste pour vous dire que dans le domaine de la maladie auto-immune, aujourd'hui, ça a un net progrès aussi sur toutes les maladies immunologiques, on regarde ça. Voilà, dans la sclérodermie, hein, chez le sujet jeune, 40 à 50 ans, on a une augmentation des mutations assez classiques type CHIP. C'est décrit aussi dans la vascularité en cas. On a des données bientôt, nous, dans la maladie d'Orton et dans quelques d'autres maladies. Donc, il y a voilà, plus de 400 maladies auto-immunes qui montrent un profil un peu particulier. On n'a pas aujourd'hui, nous, en tout cas, des données physiopathologiques dans ces maladies immunitaires pour avoir le lien avec ce CHIP. On ne sait pas si ça donne un risque cardiovasculaire plus important, mais on sait, nous, en tout cas, des données qu'on a pour le moment préliminaire, que ça ne progresse pas tant que ça vers les formes classiques myéloïdes, en tout cas SMD ou autres, et que c'est plus une signature, manifestement, qui peut-être un trigger inflammatoire. Mais c'est vraiment aujourd'hui. Là, c'est des données très récentes, donc on n'en sait pas encore plus. Écoutez, voilà en quelques mots pour faire très large, enfin, pour avoir un panel le plus large de ce qu'on peut dire nous. Donc, c'est rester humble dans la clinique, ça c'est sûr. Qu'il y a plein de nouvelles mutations génétiques qui vont sortir, ça c'est sûr, parce qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont dans le pipeline, comme on dit. Et que sur la partie thérapeutique, c'est loin d'être évident. Et que nous, il y a une RCP hein, que je vous invite non parce que c'est nous, c'est un panel, hein, bien sûr, mais surtout, ça permet de continuer à faire tous ces travaux multidisciplinaires, y compris aussi des travaux biologiques. Voilà, donc il y a plein de choses. Et le groupe français est très important grâce au lien très important avec le GFM. Hein. Donc voilà, pour tous les jeunes, c'est un domaine passionnant. Hein. Merci. Merci beaucoup, Arsène. Est-ce que vous avez des questions? Non, il y a eu très peu de questions, t'inquiète pas. Oui. Alors, sur le lien anticorps, donc ça, c'est une étude qu'on avait fait avec nos amis Pierre et Lionel. C'est-à-dire qu'on avait screené, je ne sais plus de 300 ou 400 SND LMMC qui viennent en consul, vus par l'hématologue. Et que, en fait, en gros, tu montres, oui, une prévalence de certains anticorps qui sont plus importants, d'hypergamma un peu plus importante, et puis voilà. Ce qu'il faut bien comprendre sur les anticorps, mais là, c'est que si vous voulez, le fait d'avoir un anticorps ne veut pas dire une maladie, bien sûr, et que pour nous, en fait, c'est comme vous dans vos signatures moléculaires, quoi. C'est l'anticorps, il faut qu'il soit à taux très important, très spécifique pour commencer à avoir un peu de valeur. Donc, il y a un peu de trigger immunologique chez tout le monde, surtout avec l'âge. Hein. Le CHIP, c'est la même chose que chez vous, avec l'âge, que nous, les anticorps en médecine interne. Plus la personne est âgée, plus on trouve d'anticorps. Hein. Ça, c'est classique. Donc, globalement, ce n'est pas les anticorps qui comptent, c'est la clinique. Donc, les malades qui n'ont pas de clinique, bon, les anticorps, c'est bon. Vous avez vu, tout ça, c'est un peu un peu dans le même domaine. On a vu ce matin l'inflammation locale médulaire susceptible, liée à des chips ou à autre chose, susceptible de donner des phénomènes inflammatoires à distance avec les complications cardiovasculaires et d'autres. Et là, on est sur les manifestations auto-inflammatoires ou auto-immunes. Oui. Alors ça, c'est un sujet qui s'appelle Vexaslide. Donc aujourd'hui, il y a une définition en cours hein, dans les guidelines européens qui vont bientôt sortir, c'est de dire qu'est-ce qu'on appelle le Vexaslide. Donc le Vexaslide aujourd'hui n'est pas défini. Hein. Est-ce que c'est la dermatose neutrophilique seule? Est-ce que c'est un Vexas, anti-SRP? Est-ce qu'il faut absolument de la fièvre? Donc ça, c'est des choses qui vont être un peu faites. Mais globalement, ceux-là, on les considère comme Vexaslide dès qu'il y a